Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, quelques mots sur notre région pour introduire notre table ronde. La Champagne-Ardenne est la troisième région la plus industrielle de France au regard de l'emploi généré par nos entreprises. Ce ratio donne une indication des difficultés rencontrées ces dernières années et encore aujourd'hui. Mais nous sommes aussi sur un territoire qui se bat et les chefs d'entreprise réunis ici en sont la preuve. L'image de notre région repose pour beaucoup sur la production de ces vins de champagne, pan important de notre commerce extérieur champardonnais. Si la filière agricole et notamment les industries agro-ressources se développent, investissent de manière significative, l'industrie champardonnaise se compose aussi de nombreuses entreprises historiquement liées au domaine de l'automobile et avec les équipementiers, notamment dans le métier de la forge et de la fonderie. Ce qui nous conduit, Monsieur le Président, au thème qui nous réunit aujourd'hui, comment réindustrialiser et rendre compétitifs nos territoires. Le secteur industriel champardonnais, c'est 5 800 entreprises, générant un emploi sur 5 en région, soit 80 000 salariés. Les industries de la métallurgie et de la mécanique ont subi de forts contre-coups, notamment avec bien sûr cette fameuse crise, mais une partie des industriels a su réagir. À l'international, notre solde commercial est structurellement positif, faisant de la Champagne-Ardenne la 6e région de France. En 2010, les exportations de nos industriels ont progressé de 14%, au niveau national 13%. Pour 2011, la demande étrangère tend à se renforcer, tant au niveau européen qu'au grand export. Une dynamique industrielle positive s'est donc réenclenchée dès l'année 2010. Les chiffres d'affaires de la majorité de nos industries ont progressé grâce à des commandes supplémentaires. Pour 2011, 87% des industriels sont optimistes. 36% d'entre eux prévoient une hausse de leur chiffre d'affaires. 51% annoncent au moins un maintien. 15% des industriels disent ne plus être en mesure d'assurer des volumes de production supplémentaires. Donc, les investissements redeviennent d'actualité, signe de confiance pour les mois à venir. Concernant l'emploi, plus de 40% des entreprises prévoient des embauches. Si le secteur industriel n'a pas encore rattrapé le terrain perdu avec la crise, le rebond a bien lieu et les perspectives d'activité sont réelles et encourageantes pour 2011. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous pouvons mieux faire. C'est pourquoi nous vous proposons de débattre autour de 3 thèmes. Comment être compétitif pour localiser ou relocaliser l'industrie, donner des moyens financiers à l'industrie et faire émerger des entreprises de taille intermédiaire. Alors, Monsieur le Président, je vous propose que nous attaquions le premier thème. Comment être compétitif pour localiser ou relocaliser l'industrie. Et je vais demander donc à 2 chefs d'entreprise de la région Champagne-Ardenne de s'exprimer, de présenter leur entreprise et d'expliquer comment ils ont su rester compétitifs. Et pour cela, je demande à Jean-Pierre Keyrolt, président du directoire du groupe DEFTA, d'intervenir et de vous expliquer cela. Et puis Joseph Puzot, l'entreprise que vous venez de visiter, donc président de Axon Cable. Monsieur Keyrolt, à vous. Monsieur le Président, DEFTA est un groupe industriel opérant dans le secteur de la métallurgie. Son métier, c'est la transformation à froid du métal, en feuilles, en fils, en tubes, pour en faire des composants qui vont servir à l'industrie automobile. Nous sommes donc des équipementiers automobiles. Nous sommes présents dans la région depuis 1852 et le groupe DEFTA s'est développé en France principalement jusque dans les années 2000 pour représenter environ 250 emplois. Depuis ces années 2000, par acquisition, par joint venture, par déploiement à l'international, nous avons grandi pour atteindre aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 155 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous employons 1300 personnes en Europe. Et nous sommes implantés aujourd'hui en Espagne, en France, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie et nous avons des projets sur la Russie. La production automobile en France est passée de 3 600 000 véhicules par an à 1,9 million en l'espace de 5 ans. Les constructeurs ne produisent plus qu'un quart de leurs véhicules sur notre sol et malheureusement notre activité a suivi ce mouvement en France, pendant qu'elle se développait rapidement dans nos unités d'Europe de l'Est à proximité de nos clients. Le groupe marche bien et se développe globalement, mais nous connaissons une réelle difficulté à maintenir nos emplois en France. Je dois ici saluer la création du FSI pendant pleine crise 2008, et d'ailleurs le groupe a bénéficié à l'entrée du capital du FMEA, et nous sommes aujourd'hui d'abord très fiers de compter parmi nos actionnaires le FMEA, mais de plus ça nous positionne en termes de groupe DEFTA comme un acteur important et reconnu de la filière. Nous souhaitons conserver nos compétences d'innovation et de développement en France, compétences qui ont fait la force de notre groupe.
Nos clients développent leurs usines dans les pays à forte croissance et à faible coût de main-d'œuvre. Et si nous voulons rester un acteur important pour eux, nous nous devons de les accompagner. Et même aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un préalable absolu. Et aujourd'hui, si nous continuons à conserver des emplois en France, c'est parce que nous avons accepté cette stratégie. Nos centres techniques s'enrichissent naturellement de la vie de nos usines. Et nos capacités d'innovation et de développement suivent le même mouvement. D'ailleurs, les constructeurs ne s'y trompent pas, puisque, à titre d'exemple, Renault a développé son nouveau technocentre en Roumanie à proximité de son usine Dacia. Notre problème est donc bien de conserver une activité suffisante en France pour préserver et maintenir nos capacités nationales d'innovation et de développement. Alors ma question naturelle est comment conserver des sites industriels compétitifs sur notre sol pour préserver nos emplois et nos compétences de développement et d'innovation en France? Joseph. Merci. Moi, je vais compléter. C'est bon, je vais compléter en matière d'innovation. L'entreprise Axon Cable que vous connaissez est une entreprise de taille intermédiaire, avec 650 personnes sur la Marne. Nous faisons du câble et des connecteurs plutôt haut de gamme et destinés au spatial et au médical. Et sur les dernières années, nous avons fait beaucoup d'efforts en recherche et développement, y compris durant la crise. Et durant la crise, le Crédit Impôt Recherche nous a encouragés à ne pas ralentir nos efforts de R&D. Et c'est ce qui nous permet maintenant d'investir une vingtaine de millions d'euros en réindustrialisation et de créer environ un peu plus de 50 emplois supplémentaires. Ce que nous industrialisons, c'est à la fois du traitement de surface. Il n'y a quasiment plus en France de société de traitement de surface. Donc nous recréons une activité industrielle de traitement de surface. Nous industrions aussi des machines qui nous permettent d'ultra-miniaturiser nos produits. Et là, nous serons les seuls au niveau européen et l'un des seuls au niveau mondial. Et tout cela, pourquoi nous industrialisons en France et à Montmirail? D'abord, c'est parce que nous faisons toute notre recherche et développement sur place. Donc, au fond, on industrialise à côté de nos chercheurs et la proximité permet d'industrialiser plus vite. Mais en même temps, on peut dire la proximité de la production rend plus productifs et plus inventifs nos chercheurs. Ensuite, le fait d'industrialiser près du centre de recherche, plutôt que d'avoir une usine loin et un centre de recherche ici, ralentit tout le copiage qu'on aurait sur nos nouveaux produits par des sociétés en produisant à l'étranger. Donc tout ça et les emplois correspondants a été permis par le Crédit Impôt Recherche. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce que ce Crédit Impôt Recherche va être maintenu? Parce qu'on entend des bruits dans le cadre des économies budgétaires qu'il serait probablement, qui survivrait peut-être. Bon, voilà des questions claires et précises. Permettez-moi de vous dire ma conviction. Tout a été fait pour détruire la compétitivité de la France. On a d'abord expliqué aux Français qu'en travaillant moins, ça irait mieux. On a vu le résultat. L'industrie a perdu 1,5 million d'emplois parce que pendant qu'on disait aux Français « travaillez moins », les autres travaillaient plus. Le décrochage est très exactement daté du début des années 2000, quand il y a eu les 35 heures. Ce n'est pas une question d'idéologie. Monsieur Kerro, vous parlez de la production automobile qui est passée de 3,6 millions à 1,9 million en France. Mais la taxe professionnelle pesait 250 € par voiture produite en France. Pourquoi voulez-vous que des industriels continuent à produire en France si la France est le seul pays qui a une taxe professionnelle qui fait que, loin de remercier les industriels qui produisent en France, on les pénalise? Tout était fait pour détruire notre compétitivité. Et qui l'a payé, cette destruction de compétitivité? Ce sont les ouvriers. Ce sont les salariés les moins formés. Parce que ce sont eux qui ont payé les conséquences des délocalisations. Voilà la réalité et la vérité. Et je ne dis pas ça parce que c'est
la gauche ou la droite, l'opposition ou la majorité. Je dis ça parce que ce débat sur les 35 heures mené en France, alors qu'aucun autre pays au monde ne menait ce débat. Nous parlions de la quantité de travail alors qu'il faudrait parler de la qualité au travail. Comment réagir? Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire, notamment depuis 2007? D'abord, de libérer le pays des 35 heures. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, vous pouvez distribuer des heures supplémentaires sans demander l'autorisation. Rendez-vous compte qu'on en était arrivé à un point où il fallait, quand il y avait des heures supplémentaires, il fallait demander l'autorisation à l'inspection du travail. Qu'on envoyait des inspecteurs dans les parkings pour voir si les cadres ne travaillaient pas trop. Mais c'est miracle qu'on ait gardé encore des emplois. Y a-t-il un seul pays au monde où on ait fait ça? Un seul. Bon. Je dis, la qualité de vie au travail, le montant des salaires, la qualité de formation, la nécessité de l'innovation, ce sont des vrais sujets, mais posés comme postulat qu'on va travailler moins dans un monde qui travaille plus, c'est une folie. Voilà ce que je pense profondément. À partir de là, nous avons été amenés à prendre, pour sauver nos industries, un certain nombre de mesures. Non seulement on vous a autorisé à donner des heures supplémentaires, mais maintenant, vous ne payez pas de charges sociales sur les heures supplémentaires. Et les salariés qui font des heures supplémentaires ne payent pas d'impôt sur le revenu. Savez-vous que l'année dernière, il y a eu 750 millions d'heures supplémentaires distribuées malgré la crise, ce qui a permis à 5 300 000 salariés d'augmenter leur pouvoir d'achat grâce aux heures supplémentaires. Et je dis une chose, je n'accepterai pas qu'on revienne sur les heures supplémentaires. Je veux dire défiscaliser. Deuxièmement, nous avons supprimé la taxe professionnelle. C'est quand même 5 milliards d'impôts en moins sur les entreprises. Ça m'a valu, je le disais à Philippe tout à l'heure, et à vous-même, monsieur le maire, des débats un peu forts avec les collectivités locales, ce que je comprends parfaitement, ça ne me choque pas. Il y a un certain nombre de mes amis qui sont maires ici, je le comprends, mais je voudrais faire comprendre aux Français que la différence entre une collectivité territoriale et une usine, c'est que l'usine se délocalise, pas la collectivité territoriale. J'ajoute que le jour où il n'y aura plus d'usine dans votre département de la Marne, à quoi servira-t-elle la taxe professionnelle? Il n'y a plus d'assiette. Donc ça a été un grand débat. Aujourd'hui, tout le monde considère qu'il fallait le faire. Le président Mitterrand avait dit en son temps, parlant de la taxe professionnelle, c'est un impôt imbécile. Je remercie d'ailleurs mes prédécesseurs de m'avoir laissé le choix de la supprimer, puisqu'elle n'était pas supprimée. Bon. Troisième chose, le crédit impôt recherche, M. Puzot. Je vous dis, parlant sous le contrôle de mes amis parlementaires qui sont ici, je n'accepterai aucune restriction au crédit d'impôt recherche. Pourquoi? Parce que pour une fois, on a trouvé un système fiscal qui marche. Nous avons eu l'idée de ce crédit impôt recherche avec Christine Lagarde en 2007. En 2008, les services de Bercy sont venus voir la ministre et moi-même en disant « c'est une catastrophe, le crédit impôt recherche coûte cher ». J'ai dit « tant mieux ». Comment tant mieux? Je dis oui, parce que si on fait un avantage fiscal, c'est pour que ça marche, pas pour que ça ne marche pas. Je ne fais pas un discours pour faire un discours et faire le contraire. Le crédit impôt recherche coûte 4 milliards d'euros. Mais je dis tant mieux, parce que ça prouve que vous, les entrepreneurs, vous investissez dans l'innovation, qui est la seule façon de sauver la France, de garder nos emplois, de préserver notre modèle de vie. Donc plus le crédit impôt recherche coûtera cher, plus ça signifie que des entreprises investissent. Mais qu'est-ce qu'on attend? Que les entreprises n'investissent pas? Se délocalisent? Et je préfère de beaucoup que l'on utilise les fonds publics pour maintenir les gens au travail, pour investir dans l'innovation,
plutôt que pour payer des allocations en expliquant aux gens qu'il vaut mieux qu'ils restent chez eux, qu'ils serviront plus à rien et qui sont condamnés à vivre de l'assistanat. Je suis contre l'assistanat systématique, je suis contre une société de l'assistanat. Je pense que la vraie réponse, c'est l'innovation, la recherche, la formation, l'investissement. Voilà pourquoi, réponse claire, on ne touchera pas au crédit impôt recherche. Nous avons également mis les pôles de compétitivité. Il y en a 2, si je ne m'abuse, hein, dans votre région. C'est un peu plus de 1 milliard d'euros pour nous, le pôle de compétitivité, qui met les entreprises en réseau de façon à être plus fort. La seule limite que je pose, c'est que on a à peu près 900 projets de recherche et développement. C'est que les pôles de compétitivité qui ne font pas le travail seront délabellisés pour qu'on puisse labelliser de nouveaux pôles de compétitivité. Et enfin, on a prévu, on s'en est servi pour la remarquable entreprise Axon Cable, 200 millions, René Ricol, le commissaire au Grand Emprunt, s'en occupe fort bien, avec Éric Besson, le ministre de l'Industrie, 200 millions pour aider les entreprises qui investissent. Mais je préfère de beaucoup mettre 200 millions pour aider les entreprises à investir et créer des emplois, les 50 emplois que vous allez créer avec vos 2 nouveaux bâtiments industriels, plutôt qu'être condamné à la seule discussion d'augmenter les indemnités de chômage, parce que la réponse au chômage n'est pas l'augmentation des indemnités. La réponse au chômage, c'est la création d'emplois pour que des chômeurs sortent du chômage et prennent un emploi. Et je voudrais faire comprendre aux Français que le travail n'est pas l'ennemi, c'est le chômage qui est l'ennemi, c'est l'inactivité qui est l'ennemi. Qu'est-ce qui aliène une personne? C'est le chômage, c'est pas le travail. Et je voudrais faire comprendre que la vraie politique sociale, elle n'est pas dans l'assistanat généralisé, elle est dans la création d'emplois et d'activités. Voilà, comment peut-on, dans un pays aussi développé que le nôtre, mobiliser tous les débats sur le thème « Ah, je veux qu'on augmente mon indemnité de chômage ». Mais non, je veux sortir du chômage. Je ne veux pas m'inscrire dans le chômage. Voilà tout ce que nous mettons en œuvre pour faire de la France une économie compétitive. J'ajoute un dernier point, parce que je le crois, je souhaite qu'on puisse garder des gens comme vous, M. Queiro, comme vous, M. Pujol, comme vous, M. Cravoisier, c'est-à-dire des gens qui considèrent que l'argent qu'ils ont gagné, c'est noble de le réinvestir dans l'industrie. J'ai toujours pensé que les gens qui adoraient l'argent et les gens qui détestaient l'argent sont les mêmes. Oui, c'est un rapport maladif. L'argent n'a pas à être diabolisé, l'argent n'a pas à être déifié. Mais franchement, je préfère de beaucoup que vous investissiez en France plutôt que vous partiez de France parce que les impôts seraient si lourds que vous n'aurez d'autre solution qu'à investir dans d'autres pays. Et c'est de là aussi que part la réflexion que nous engageons sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Parce que le jour où il n'y aura plus personne pour créer des usines, pour investir dans les entreprises dans votre région, qui donnera de l'emploi à vos enfants? Et je veux redire que je préfère le capitalisme familial au capitalisme financier. Et je pense que pour des ouvriers, pour des salariés, il vaut mieux travailler dans une entreprise dont on connaît le chef d'entreprise et le chef d'entreprise connaît ses salariés, plutôt que travailler dans une entreprise qui a la propriété d'un fonds de pension, qui demande une rentabilité à 10%, qui vient une fois par an remonter les compteurs et qui vend l'entreprise tous les 3 ou 4 ans. Ce n'est pas la conception de la société qui est la nôtre. Je le dis devant Benoît Paris parce que je sais que dans votre région et dans ce département, vous avez une volonté de garder un modèle qui est le modèle français. Ben, le modèle français, c'est le travail, c'est l'effort, c'est le mérite, c'est la liberté qu'a une famille de vivre du fruit de son travail et non pas du fruit de l'assistance. Alors bien sûr qu'il faut assister ceux de nos compatriotes qui ont mis un genou à terre et qui ont été frappés par la crise, mais voilà pourquoi j'ai fixé cette mission à Éric Besson de développer notre politique industrielle, qui est une priorité absolue. Absolue. Voilà.
Monsieur le Président, vous avez autour de cette table, les 6 chefs d'entreprise sont issus d'entreprises patrimoniales. Ce sont leurs entreprises. Je tenais à vous le préciser. Mais nous allons aborder le deuxième thème de cette table ronde, c'est donner des moyens financiers à l'industrie. Donc, pour développer l'activité, il faut bien sûr financer l'investissement et l'innovation. Et je vais demander à 2 chefs d'entreprise, donc Patrick Sergent et Michel Dumont, de s'exprimer sur ce sujet et de vous poser les questions qu'ils souhaitent. Patrick Sergent, qui est le président de la société Atelier des Janves dans les Ardennes. Patrick, à vous. Monsieur le Président, nous avions eu l'honneur de votre visite en décembre 2006. Depuis, nous avons acquis une nouvelle activité et surtout, nous avons traversé la crise. Et en ces temps particulièrement houleux, nous avons gardé tout l'équipage à bord et grâce effectivement aux mesures d'urgence qui avaient été prises par le gouvernement, ça nous devait être dit. Alors Atelier des Janves comprend 2 sociétés, 350 personnes au total, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de composants moteurs. Donc nos clients évidemment sont l'industrie automobile, le poids lourd, l'agriculture, les travaux publics. Et sur le produit miel, qui est effectivement notre produit leader, nous détenons à peu près 5% de part de marché mondial. Alors, nous avions la conviction que pour développer nos activités, il fallait absolument livrer à nos clients des produits finis, prêts à monter. Nous avons depuis longtemps une politique d'investissement assez importante, puisque depuis 15 ans, nous avons à peu près investi 7,5% de notre chiffre d'affaires. Par contre, le nouveau plan que nous avons pour l'horizon 2010-2012 était assez important. Et donc, il nous a paru nécessaire de renforcer nos fonds propres. Alors, après 18 mois de recherche de solutions, le FMEA est finalement rentré dans notre capital de manière minoritaire. Alors, suite à ce projet, évidemment, les projets de succès commerciaux sont arrivés. Nous exportons habituellement 50% de notre chiffre d'affaires essentiellement sur les pays de la CE. Mais avec ce nouveau projet, l'horizon s'est élargi et on a démarré le Brésil l'an dernier. On va faire nos premières livraisons en Russie cette année et viendront ensuite les États-Unis. Et évidemment, avec cet accroissement d'activité, les nouveaux emplois qui seront créés cette année. Alors, on a évidemment d'autres projets, nouveaux matériaux, nouveaux procédés, internationalisation de la production, et tout ça demandera évidemment de nouveaux besoins de financement long terme. Pour avoir des filières industrielles nationales permanentes, eh bien notre tissu a besoin d'entreprises de sous-traitance qui sont nombreuses dans la région Champagne-Ardenne. Malheureusement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la rentabilité de ces entreprises depuis 10 ans a effectivement diminué. Et aujourd'hui, si on veut effectivement garder des parts de marché, reprendre l'initiative vis-à-vis de nos concurrents, eh bien, il est nécessaire effectivement de rebooster ces entreprises. Et ça passe nécessairement par une recapitalisation, une réinjection financière dans les capitaux de ces sociétés. Alors, ce dont nous avons besoin, c'est d'un capital patient. Hein, le retour dans l'industrie, il est long. Ce dont nous avons besoin, c'est des capitaux français, parce qu'il faut qu'on garde la maîtrise de nos décisions. Et bon, alors, il y a l'outil FSI, effectivement, mais il est un petit peu lourd. C'est un peu lourd pour les entreprises, les PME. Et puis en plus de ça, je veux dire, compte tenu des besoins que je n'ai pas chiffrés, mais j'imagine, sa dotation ne sera peut-être pas suffisante effectivement pour couvrir tout. Donc la question effectivement du renforcement des fonds propres des PME industrielles est posée. Donc, Michel Dumont, président de la société Le Bons Industriels. Michel. Monsieur le Président, bonjour. Donc Le Bons Industriels est aussi une société patrimoniale qui représente 300 personnes, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 75% à l'export. Nous, on a pris la décision de tout faire à partir de SWIP. J'essaye à tout prix de ne pas délocaliser parce que je pense que c'est un outil de compétitivité, de centraliser les investissements, mais j'en reparlerai. Et on exporte dans 40 pays, à peu près partout dans le monde. On fond et on usine des produits semi-finis que d'autres vont travailler ou des produits finis à très haute valeur ajoutée. Et on travaille le cuivre et le nickel qui atteignent des sommets. Comme vous savez, les matières premières, c'est un vrai sujet aussi. On a 300 clients environ, parmi les acteurs majeurs du monde de l'aviation, à peu près toutes les marines militaires, les plateformes pétrolières, etc. On a des tout petits produits, et on a une vraie image de ce qui se passe finalement dans le monde, puisque comme on est toujours entre le 1er ou 4e mondial, sur nos petits produits, on voit la demande arriver, et je peux vous le dire, elle est extraordinaire depuis quelques semaines. Alors, juste un point aussi à savoir, nous finalisons pour l'instant une acquisition dans un secteur qu'on ne connaît pas bien, qui est le ferroviaire, là aussi on pense à un secteur d'avenir, une entreprise de 70 personnes et qui est en région parisienne et qui a mal subi la crise.
Bon, pour faire tout ça, ça nous a obligés à investir 50 millions d'euros depuis 7 ans, et dans tous les domaines. Et on a l'objectif d'en réinvestir 10 à 15 dans les 3, 4, 5 années à venir, tout ça pour essayer de garder un maximum des choses au niveau dessus. Bon, la crise a été terrible, puisqu'on est dans le secteur de l'équipement et mondialement, on a pris un tiers d'activité en moins, brutalement. Et c'est assez extraordinaire ce que vous avez monté avec les services qui vous ont aidés, puisque il nous a fallu un premier bouffée d'oxygène tout de suite. C'est le crédit impôt recherche qui a été remboursé très vite. Très vite, nous avons pu travailler avec la région, le département, la médiation du crédit et Oseo, et on a pu trouver 3 millions de plus, dont 2 millions financés par les banques, et 90% étaient garantis par Oseo. Bon, clairement, ça nous a permis de garder aussi l'équipage. On n'a pas fait de plan social grâce à ça, et on ne le regrette pas. Donc depuis à peu près l'été 2010, la croissance dans les secteurs d'équipement est revenue dans le monde entier. Et là, donc depuis 6 semaines, on est au-delà, 10 à 15% de plus en demande que ce qu'on avait en 2008. Donc en fait, disons-le, Monsieur le Président, votre plan de soutien aux entreprises, de notre point de vue à nous, et avec le recul, a été le bon, et merci. Ma question concerne donc la gestion de la sortie de crise pour les entreprises qui ont la chance maintenant de le vivre. C'est un moment, me semble-t-il, crucial dans la stratégie de réindustrialisation. Les marchés reviennent, mais les concurrents internationaux aussi. Donc c'est le moment de ne pas se les faire manger, les parts de marché, voire de les conquérir. Ça veut dire que nous, on est obligés d'être extrêmement agiles, à la fois en termes d'investissement, mais aussi, on l'oublie toujours, c'est le financement des commandes et le financement des stocks. Et ça passe donc obligatoirement par un secteur bancaire et financier qui est extrêmement entreprenant à nos côtés. Bon, il faut dire aussi les choses comme elles sont. Les établissements financiers, quand ils veulent analyser et prendre des décisions pour aider ou pas une entreprise, ben, regardent les comptes les plus récents. 2009-2010, je ne vous fais pas un dessin. Ce n'est pas les meilleurs comptes qui ont pu apparaître. C'est-à-dire, je crois que les commerciaux de terrain, ils ne demanderaient pas mieux de venir nous aider, mais ce n'est pas facile pour eux. Donc, ils ne font peut-être pas autant que ce qu'ils ne pourraient faire. En plus, Oseo a beaucoup posé, si je permets le jeu de mots, pendant la crise. Il a beaucoup aidé les PME. Il a pu aussi intervenir pour les ETI. Et j'ai reçu récemment mon conseiller Oseo qui m'a dit qu'apparemment, pour Oseo et les ETI, c'est moins facile pour l'instant. Il y a peut-être quelques contraintes. Donc, et on a le sentiment, quand on voit ce qui se passe sur des grandes commandes, quand on veut acheter une machine, que nos concurrents internationaux ont plus de facilité d'accès au crédit ou au financement que nous. Et on ne peut pas dire, je crois qu'un élément majeur de la compétitivité, c'est cette capacité d'accompagner les entreprises au niveau financier. Donc, Monsieur le Président, par rapport à toutes les idées que vous avez et les idées que vous allez peut-être avoir encore, qu'est-ce que vous avez comme thème qui pourrait nous aider à saisir les opportunités de développement qui se présentent à nous pour l'instant? Je vais essayer de répondre le plus précisément possible à ces 2 questions, mais je ferai 3 remarques. La première, c'est que moi je suis très heureux d'être parmi vous parce que mon devoir, c'est de répondre aux interrogations véritables des Français, pas de commenter toute l'actualité politique, voire politicienne. J'en finirai pas, je pourrais occuper toutes mes journées à faire ça, j'aurais rien fait du tout, et ça n'intéresse personne. Je disais au ministre que vendredi j'étais dans Haute-Savoie, j'ai parlé longuement du problème du reblochon. Oui, mais ça passionne les Savoyards. C'est leur problème, c'est leur identité. Et chef de l'État, mon rôle, c'est de répondre aux questions que se posent les Français et de m'intéresser à leurs problèmes. D'ailleurs, j'étais très heureux de dialoguer avec eux à la télévision l'autre jour. Je vois bien le décalage extrêmement important entre les questions qu'ils m'ont posées et les questions qu'on m'aurait posées dans un autre cadre, mais moi j'étais bien avec eux. Parce que je pense que c'est ça mon travail. Et notamment d'être aux côtés des ministres pour répondre aux questions des chefs d'entreprise qui créent des emplois. Dans des entreprises de taille intermédiaire. Mais on peut être une entreprise de taille intermédiaire et être une entreprise mondiale. Ce que ne comprennent pas ceux qui ne connaissent pas ce secteur, c'est qu'avec 300 personnes, vous pouvez être un géant mondial. C'est pas besoin d'être 100 000. Hein, c'est une réalité. Deuxième remarque que je voudrais faire, le secteur bancaire français a plutôt bien tenu, on l'a aidé, mais je lui dis une chose, très franchement,
au moment des spéculations sur Internet et sur l'immobilier, on prêtait n'importe quoi à n'importe qui, je ne demande pas qu'on fasse la même chose avec les industriels de terrain, mais je ne veux pas qu'on passe d'un excès à l'autre. Hein? Parce que la bulle spéculative, elle a été entretenue par une politique de crédit à tout va, et je ne voudrais pas qu'on passe d'une politique de crédit à tout va à une politique de restriction à tout va aussi. Hein? Donc on sera très vigilant là-dessus. Je remercie d'ailleurs et Christine Lagarde et René Ricol pour l'action de médiation qu'ils ont menée. Hein? Parce que quand on se retrouve chef d'entreprise dans la Marne, comme vous l'avez parfaitement dit, votre conseiller bancaire, il veut vous aider, mais il a des ordres au-dessus. Hein? Et on vous demandait des garanties et des business plans qu'on ne demandait pas il y a quelques années pour quelqu'un qui voulait lever des fonds, comme on disait, dans Internet, qui n'avait pas de clients et pas de produits. Hein? Ou pour acheter des terrains à n'importe quel prix à l'époque de la spéculation immobilière. Donc je veux vraiment qu'on ramène les choses bien à leur proportion. Troisième remarque, le rôle de l'État. Souvent, je vois que je suis attaqué, souvent, non, toujours, mais ce qui est normal, mais parfois en disant, mais pourquoi il faut que l'État investisse dans les filières industrielles, etc. Mais pourquoi? Parce que si l'État ne le fait pas, qui le fera? Si à l'époque, quand j'étais ministre des Finances en 2004, on n'avait pas repris Alstom, il n'y aurait plus d'Alstom. Et dans ma carrière politique, peut-être une des choses qui, à mes yeux, comptera le plus, c'est qu'Alstom est aujourd'hui une des entreprises les plus profitables de France, fabrique le TGV. Au milieu des années 2000, si l'État n'était pas intervenu, Alstom aurait été démantelé. Je n'accepterai pas. J'ai demandé à ce qu'on prenne 30% de la propriété des chantiers de l'Atlantique, parce que je n'accepte pas qu'en France, on ne fabrique plus de bateaux. Il y a une mémoire industrielle, il y a un savoir-faire des ouvriers à Saint-Nazaire. C'est tellement facile de laisser tomber. Moi, je n'ai pas été élu pour laisser tomber et renoncer. Et quand j'ai vu ce qui se passait avec le secteur bancaire, n'est-ce pas, Christine, on s'est mobilisé et qu'est-ce qu'on a fait? Grand scandale. J'ai voulu qu'on crée un fonds souverain à la française, le FSI, pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi je l'ai voulu? Parce qu'avec la crise de 2008, la bourse s'est écroulée. Et je me suis dit, on va s'en sortir. Mais comme la bourse s'était écroulée, des géants français vont se faire racheter à vil prix par des capitaux étrangers. Je ne suis pas d'accord. Comprenez-moi, il ne s'agit pas de fermer la France. Et donc, nous avons mobilisé, nous avons créé un fonds souverain français, grand débat que plus personne ne conteste aujourd'hui, et le FSI a permis de prendre des participations pour sauver des entreprises. Alors, M. Dumont, c'est vrai, il peut être un peu lourd, parfois, même s'il a déjà engagé 3,5 milliards d'euros. 3,5 milliards d'euros. Alors, sur Oseo, Oseo a fait un boulot remarquable. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs. En 2010, Oseo a soutenu 80 000 entreprises. 80 000 entreprises. Et Oseo a pu garantir 29 milliards de financement public et privé, soit 16%, monsieur Dumont, de plus que l'année dernière. Je parle sous le contrôle du ministre de l'Industrie. Alors vous me dites qu'il y a besoin de raccords, ça tombe bien, puisque nous avons confié à Oseo 2,5 milliards supplémentaires, dans le cadre du programme Investissement d'avenir, 2,5 milliards supplémentaires, et nous avons augmenté son capital de 440 millions en plus. Donc non seulement, je le dis à M. Sergent comme à M. Dumont, non seulement Oseo ne va pas contracter son activité, mais va l'augmenter. Et ça me permet, je ne veux pas lasser votre patience, mais je veux que vous compreniez que c'est des sujets qui me passionnent. Lorsque, il y a 2 ans, j'ai été devant le Congrès en tant que président de la République, j'ai annoncé quelque chose qui a fait un débat terrible, y compris parmi mes propres amis. Hein, ils s'en souviendront, je ne leur en veux pas d'ailleurs, mais ils s'en souviendront. J'ai annoncé qu'on allait créer un emprunt, qu'on allait emprunter 35 milliards d'euros
c'est pas rien, pour investir dans l'avenir. Grand débat, le président devient fou, le pays est endetté et il décide 35 milliards d'endettement supplémentaire. La question, mes chers compatriotes, n'est pas l'endettement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet endettement? Si vous empruntez pour investir dans l'avenir et créer de la richesse, vous faites votre devoir. Si vous empruntez pour payer des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'assistanat et d'allocation sociale, vous écroulez le pays. Quel est le problème de la France? Il est très simple, le problème de la France. On n'a pas assez investi. On s'est un peu reposé sur nos lauriers. On n'a pas fait l'autonomie de nos universités, c'est fait maintenant. On n'a pas assez innové, on n'a pas assez investi. Quand j'ai vu la crise mondiale si violente, la plus violente depuis un siècle, s'abattre sur le monde et sur la France, je me suis dit, si on se rétracte, nous les Français, ça va être pire. La réponse à la crise n'est pas dans la rétractation, c'est au contraire dans l'ouverture, dans l'investissement, dans la recherche et dans l'innovation. Et avec ça, les 35 milliards, on met 1,5 milliard pour le moteur d'avion du futur. Colossal, absolument colossal. On a prêté 6 milliards d'euros, Renault, PSA, pour les sauver. On met le paquet sur la voiture électrique. On met le paquet sur le spatial. On met le paquet sur les trains de la nouvelle génération. On relance le canal Seine-Nord, alors que ça fait 25 ans qu'on n'a pas investi 1 centime dans les canaux. On a cette année, tenez-vous bien, 4 projets de TGV. Depuis 25 ans, on n'avait qu'un seul projet de TGV. Je pense profondément qu'il faut qu'on diminue nos dépenses de fonctionnement, d'où la suppression de 136 000 postes de fonctionnaires depuis que je suis président, et qu'on augmente nos dépenses d'innovation et d'investissement. Voilà la réponse. Alors, sur vos besoins de fonds propres, je voudrais terminer en vous disant que nous travaillons avec Madame Lagarde à orienter l'épargne vers des entreprises comme les vôtres. Les fonds d'épargne réglementés seront orientés vers l'investissement des PME-PMI. 3/4 des augmentations d'encours, on va le consacrer à cette catégorie d'investissement, c'est-à-dire, Monsieur Sergent, les investissements dans des PME-PMI comme les vôtres, ça représente 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Je pense également à la reprise d'activité, au problème de la succession dans les entreprises, qui est un problème absolument considérable. Et dans le cadre de la réforme de la fiscalité du patrimoine, il faut en parler, parce que vous êtes très jeune comme chef d'entreprise, mais enfin, on a quelques cheveux blancs, hein, nous tous, bon. Disons qu'on est plus jeune mentalement, non pas vous, aucun, oui, mais pas moi, bon. Mais le problème de la succession se posera. Et c'est un crève-cœur de voir que quand le chef d'entreprise s'en va, vous avez votre fille, c'est fantastique, mais le problème de la succession est très important. Je souhaite que l'épargne des Français soit orientée vers l'industrie. Parce qu'il faut que nos compatriotes comprennent que si vous n'avez pas de fonds propres, vous ne pouvez pas vous développer. Et que si vous ne vous développez pas, vous reculez. Il n'y a pas de surplace dans l'industrie. Hein? Soit on avance en gagnant les parts de marché, soit on s'écroule. Voilà. On aimerait en dire, mais non, mais on n'investit pas cette année, mais on investira dans 10 ans. Non, non, pas du tout. Si vous n'investissez pas, les concurrents prennent la place. Donc, c'est ça le phénomène. Et je voudrais réconcilier les Français avec l'argent investi dans les entreprises. On l'a fait déjà avec l'ISF en permettant aux contribuables d'ISF de déduire de leur contribution ISF l'argent qu'ils mettent dans des entreprises comme les vôtres. Mais c'est vraiment une réflexion que nous devons avoir. C'est une grande réflexion. Avoir des Français qui ont un patrimoine, mais c'est une bonne chose. Il faut arrêter d'opposer les gens. D'ailleurs, quel est le but d'une famille? C'est de pouvoir transmettre à ses enfants le produit d'une vie de travail. C'est pour ça que j'ai supprimé l'impôt sur les successions pour 95% des familles françaises qui ont payé l'impôt toute leur vie durant. Et c'est ça.
Donc on a besoin de cet investissement. Donc vraiment, ce que nous corrigeons de ce que nous avons fait, ou ce que nous développons de ce que nous avons fait, en vous remerciant de vos appréciations, Monsieur Dumont, ça fait plaisir de temps en temps de rencontrer quelqu'un qui se plaint moins que les autres. Voilà, pour te dire. Parfois, on est soulagé parce qu'à la fin de la journée, quand j'ai assumé, quand je prends note de toutes les plaintes, de toutes les demandes, je dois dire que les épaules qui s'abaissent un petit peu. Mais je suis très conscient que tout ce qu'on fait ne suffit pas, qu'il faut encore se battre. Vous savez, je n'ai pas un tempérament à renoncer. Et vraiment, tout l'effort de notre politique économique sur l'industrie, c'est maintenant sur cette question centrale des fonds propres, du contrôle de vos entreprises, du financement de vos investissements, de votre innovation, de vous encourager à tout faire pour que vous ne délocalisiez pas. C'est tellement simple de délocaliser. Moi, je pense que c'est un mauvais pari, parce qu'il y a une qualité des ouvriers français qui est exceptionnelle, et puis quand même, quand on délocalise, il y a les temps de transport, il y a les coûts induits. Tout ça. Ce qui est d'ailleurs scandaleux, c'est quand les donneurs d'ordre imposent aux sous-traitants de se délocaliser. Ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Parce que ça, j'en connais, et il m'est arrivé d'intervenir. Je demande au ministre de l'Industrie d'être extrêmement sévère là-dessus, surtout quand ces donneurs d'ordre pourraient être à capitaux d'État. Le mot donneur d'ordre est un mot horrible. Oui, mais si vous voulez, c'est la raison pour laquelle on a développé des comités stratégiques de filière. Oui, mais quand vous êtes parlons clair, soyons pas hypocrites entre nous, vous avez 300 clients, m'avez-vous dit. Bon. Moi, dans la filière automobile, ou dans d'autres, je connais des sous-traitants qui ont un client. Et vous le savez très bien. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il préfère avoir un client que zéro. Ils sont pieds et poings liés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes préoccupés à cette histoire de filière, en obligeant les constructeurs automobiles, géants mondiaux, tant mieux, à investir dans un certain nombre de leurs sous-traitants, ce que nous leur avons demandé. C'est comme ça qu'on a pu sauver la filière automobile. Bon. C'est vraiment un très grand sujet de voir que le gros ne brime pas le petit. Parce que le gros doit penser qu'il a besoin du petit. Parce qu'aussi petite soit la pièce que le petit fabrique, elle est indispensable à la voiture à l'arrivée. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'orientation qu'on donne à notre politique aujourd'hui. Le troisième thème, Monsieur le Président, c'est comment faire émerger des entreprises de taille intermédiaire, les fameux ETI. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de ces ETI pour grandir. Elles ont d'ailleurs mieux subi la crise que d'autres, et en particulier les petites entreprises. Et dans notre région, il y a un nombre conséquent de ces petites entreprises de moins de 50 salariés. Alors, pour répondre à cette question, je vais demander à Patrick Balu, président du groupe Excel Industrie, implanté, entre autres, à Épernay, dans la Marne. Patrick. Monsieur le Président, on m'a demandé de vous raconter l'histoire de notre PME, qui est devenue une entreprise de taille intermédiaire, 30 fois plus grande, et qui s'est hissée sur le podium de sa spécialité dans le monde, la pulvérisation, tout en restant française et familiale. En 1952, mon père a créé à Technoma Épernay, tout près d'ici, une entreprise pour fabriquer et vendre ses tracteurs enjambeurs et ses pulvérisateurs. Mais il disparaît prématurément en 1980. Je suis donc revenu prendre les rênes de cette PME familiale qui avait à l'époque 200 personnes et faisait 12 millions d'euros. Pendant 6 ans, nous avons investi puissamment, ce qui nous a permis de reprendre successivement les principaux fabricants de pulvérisateurs français, fragilisés par la crise de 86. Sous le nom d'Excel Industrie, notre PME est devenue d'un seul coup une entreprise à taille intermédiaire, numéro 1 mondial dans sa spécialité, le pulvérisateur agricole. Mais pour ne pas dépendre que de la nature, nous reprenons ensuite des entreprises dans le domaine industriel, c'est-à-dire les fabricants de pistolets et de matériel d'application de peinture et de vernis, tous les Français d'ailleurs, qui étaient en difficulté à leur tour, et nous sommes devenus le numéro 3 mondial dans cette spécialité complémentaire. Enfin, en 2007, en rachetant Hardy, notre principal concurrent danois, qui était le numéro 2, avec ses 1000 salariés, dont 200 en France, nous avons renforcé cette place. Ainsi, par une succession, je dirais, de croissance externe et de croissance organique, nous sommes aujourd'hui une entreprise de taille intermédiaire, française,
familiale à 50%, à 75%, pardon, rentable, sans dette, avec plus de 50% de fonds propres, avec plus de 200 brevets, employant 2600 personnes dans 23 pays sur les 5 continents. Ainsi, nous réalisons 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à partir de nos 17 usines, dont les 3/4 sont en France. Les autres, on les a acquis avec Hardy. Mais pour rester à la pointe, nous nous concentrons sur un seul métier, la pulvérisation de précision, dans un grand respect de l'environnement, avec 2 vocations. La première, protéger les végétaux, en leur apportant des médicaplantes et des nutriments pour mieux nourrir les hommes. Un bel enjeu. Deuxièmement, la protection des matériaux, pour donner de la couleur à nos objets de tous les jours et les rendre plus durables. Un de nos secrets est probablement d'avoir redynamisé, mais conservé, chacune de nos entreprises industrielles profondément ancrées dans sa province. En respectant tout, ses propres produits, son usine, ses équipes, sa culture d'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui fait son ciment social, la fierté de sa marque, son âme en somme. À ce point, Monsieur le Président, je voudrais vous faire 3 demandes très concrètes. Lors de la réforme de l'ISF, surtout, ne touchez pas à l'exemption totale de l'outil de travail si vous voulez conserver nos entreprises à taille intermédiaire et leurs usines en France. Deuxièmement, dans le cadre du G20, pourriez-vous exiger une réciprocité progressive, mais une réciprocité des droits de douane? Par exemple, est-il équitable que nos concurrents brésiliens, avec des coûts qu'on sait nettement inférieurs, puissent importer en Europe sans droits de douane, alors que nous-mêmes sommes taxés de 35% quand on va chez eux? Troisièmement, pourriez-vous pousser la COFAS à prendre davantage de risques pays pour garantir nos créances sur des clients si longs à conquérir, car l'exportation est le meilleur moyen, à notre avis, de faire croître nos emplois en France. Et puis André Robert Dehaut, qui est le président de la Société des aciéries Hachette et Drioux, en Haute-Marne. Oui, Monsieur le Président, vous m'avez fait l'honneur de visiter notre entreprise, vous vous souvenez peut-être, il y a un peu plus d'1 an, à Saint-Dizier. Je vous rappellerai donc que les aciéries Hachette et Drioux sont une affaire familiale. J'en suis moi-même la 4e génération aux commandes et la 5e est en train de se préparer à prendre la suite. Donc nous sommes à un cas où la succession est en prévision. Nous avons bien sûr, comme beaucoup d'autres entreprises, vécu une année 2009 difficile. Par contre, l'année 2010 est actuellement dans une situation... Enfin, l'année 2010 a vu un redémarrage des affaires et 2011 se présente sous un jour beaucoup plus agréable. Notre secteur d'activité est essentiellement celui de l'énergie, celui des matières premières. Notre entreprise familiale, 100% familiale, a toujours eu une politique d'investissement suivie au cours des dernières décennies. Et lorsque vous êtes venu à Saint-Dizier, vous avez visité donc une nouvelle unité de production que nous venions d'installer, et installer de la fonderie dans nos territoires. Ce n'est pas toujours une démarche évidente quand on connaît la situation de la concurrence. Une remarque, Monsieur le Président, pour aller dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure sur les rapports entre les donneurs d'ordre et puis les sous-traitants. Il nous arrive, nous, assez malheureusement, quelquefois dans nos métiers de fondeurs, d'avoir là aussi une sorte de distorsion de concurrence, si je puis dire, dans la mesure où certains des grands donneurs d'ordre que nous avons ont fait monter le niveau de leurs exigences et de leur qualité, la qualité de nos produits, ce qu'on comprend très bien au regard du principe de précaution. Ce principe de précaution, maintenant, évidemment, tout le monde y est très attaché. Donc, lorsqu'on est fournisseur de gros investissements, évidemment, il intervient dans les fournitures que nous faisons. Malheureusement, il nous arrive de constater parfois que lorsque certains de nos gros clients sont tentés par les sirènes des pays où les coûts sont plus compétitifs que chez nous, ils n'ont pas toujours les mêmes exigences, et c'est bien dommage. En tout cas, si nous pouvons encore, dans des métiers comme la fonderie, rester non seulement compétitifs, mais dans notre cas, nous sommes maintenant devenus un des leaders européens dans le domaine de la fonderie d'acier,
c'est essentiellement grâce à une politique donc d'investissement, je viens de le dire, mais également une politique de recherche et développement que nous avons menée. Cette politique de recherche et développement, nous ne l'avons pas menée tout seul. Nous avons, et je vais vous en parler, Monsieur le Président, à la fin, mais je voudrais avant, pour nos collègues ici présents, dire que la fonderie dans cette région Champagne-Ardenne est une activité importante. Nous sommes ici en Champagne-Ardenne, dans la région française où il y a le plus de présence de fonderies. Les deux départements des Ardennes, mon cher Patrick, que vous incarnez, pour la forge, mais dont les départements des Ardennes et le département de la Haute-Marne ont une histoire très ancienne de la métallurgie, et c'est eux qui sont donc à l'origine de cette activité importante de cette région. Au niveau national, Monsieur le Président, la fonderie, c'est 45 000 salariés. C'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. J'oserais dire ici que c'est plus important que le champagne. Mais c'est une activité exportatrice, moins que le champagne certainement. Mais tout cela, s'il reste tout cela, et si l'on veut que tout cela subsiste, il va falloir, Monsieur le Président, que vous nous aidiez, c'est l'objet de ma requête extrêmement précise aujourd'hui. Notre profession s'est dotée depuis 1948, comme beaucoup d'autres professions, d'un centre technique industriel. Nous avons été informés que le financement actuellement en place dans ce centre technique industriel, qui était jusqu'à présent, donc, qui bénéficiait d'une dotation budgétaire donc, du ministère des Finances, allait être supprimé et remplacé par une taxe parafiscale qui allait être imposée à l'ensemble de la fonderie. Il s'agit pour nous d'une décision qui serait très lourde de conséquences si elle devait effectivement se réaliser. Pourquoi ? Nous sommes une activité de main-d'œuvre extrêmement exposée à la compétition internationale. Nous comprenons parfaitement les soucis financiers du ministère des Finances, mais nous pensons que le maintien, le simple maintien du financement actuel de cette taxe serait tout de même une opportunité de persévérer dans le développement de nos entreprises. Je voudrais vous dire, peut-être à Madame Lagarde, que la dotation budgétaire que vous voulez transférer sur les fonderies françaises, ça représente, si on prend le bilan consolidé de la fonderie française, ça va représenter une ponction entre 15 et 20% du résultat net de nos fonderies. Certes, nos fonderies n'ont pas la même marge bénéficiaire que les entreprises du CAC 40. Merci. D'abord, Monsieur Balu, franchement, rien que pour connaître l'histoire de votre groupe, ça fait plaisir de venir dans la Marne, hein, parce que c'est la tradition industrielle de votre département. Quand je vois les exemples que vous m'avez tous présentés, je comprends que vous soyez fiers de vos industriels. Et la France peut être fière de gens comme les chefs d'entreprise qui ont parlé de leurs projets industriels comme ils en ont parlé. Parce que derrière, c'est des milliers d'heures de travail, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de stress. On vous explique, parce que je vous dis, on ne passe pas de 12 millions de chiffre d'affaires à 400 millions comme ça. Donc, sur la réforme de l'ISF, pas question de revenir sur l'exemption de l'outil de travail. Donc, de ce point de vue-là, que les choses soient claires. Sur l'ISF, un mot. L'ISF a été supprimé partout en Europe. Il a été supprimé par les socialistes allemands en Allemagne et par les socialistes espagnols en Espagne. Ce que des socialistes ont compris en Europe, pas en France, en Europe, peut-être que la droite et le centre français pourraient le comprendre aussi. Pas absurde. Non. Alors je sais bien que, comme tous les sujets, toujours le conseil qui m'est donné, je dois dire que je ne suis jamais d'ailleurs, c'est l'immobilisme. On met la poussière sur le tapis, on va dire laisse pour la suite, oh là là, t'as déjà assez d'ennuis. Non, c'est pas ma conception des choses. Je n'ai jamais eu cette conception-là, je ne suis pas élu pour cela, et je ne ferai jamais cela. Bon. Ah, on me dit oui, mais c'est difficile. Bon, si vous saviez, mes chers compatriotes, les dossiers qui arrivent sur ma table, les faciles sont traités avant.
Il n'y a que des difficiles ou des impossibles. Donc c'est un dossier difficile de plus, il faut le faire. Pourquoi L'Allemagne est notre principal partenaire et notre principal concurrent. L'Allemagne est notre voisin. L'Allemagne gagne des parts de marché. Mon objectif est clairement d'harmoniser les conditions de la compétition entre l'Allemagne et la France. Et toute personne à ma place devrait avoir cet objectif. Ce n'est pas une question idéologique. D'ailleurs, cet impôt était devenu si confiscatoire que M. Rocard en avait prévu le plafonnement. Que M. de Villepin avait prévu un bouclier fiscal à 60%, et que j'ai considéré, parce que je crois que c'est juste, que nul dans notre pays ne devrait payer plus de 50% d'impôt sur ce qu'il a gagné. Ça me semble une règle assez compréhensible et de bon sens. Parce que si vous gagnez beaucoup et que vous payez 50% d'impôts, c'est beaucoup d'impôts. Mais je préfère que ces 50% d'impôts soient payés en France plutôt qu'à l'étranger. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai demandé à François Baroin et Christine Lagarde de travailler sur la réforme de la fiscalité du patrimoine. Je ne me suis pas exprimé sur cette question pour l'instant, sauf pour remettre un peu le débat sur les rails, en refusant la taxation des plus-values sur la résidence principale, n'est-ce pas, monsieur le ministre du Logement, cher Benoît, et en vous disant que je n'accepterai pas qu'on taxe la propriété de l'outil de travail. Voilà. Pour le reste, on discutera, mais c'est fantastiquement intéressant de voir que sur chaque sujet, les forces de l'immobilisme et du conservatisme et qui visent à empêcher le politique de prendre des décisions qu'il devrait prendre. Donc, rassurez-vous, ma capacité à céder était très très faible. Pas du tout par entêtement, mais parce que j'ai un travail à faire, que je le ferai. Et que, de toute manière, je vais vous dire, il vaut mieux susciter des protestations parce que vous prenez des vraies décisions plutôt que susciter des protestations parce que vous prenez des toutes petites décisions. De toute manière, des protestations, il y en aura un, sinon on ne serait plus la France. Hein, voilà. Donc, on ne dirige pas l'Italie, toujours content, on dirige la France. Bon. Deuxièmement, le mot réciprocité, monsieur Balu, est absolument essentiel. Éric me disait qu'on l'a mis à l'ordre du jour, mais dans une discussion assez vive que j'ai eue il y a quelques mois avec le président de la Commission européenne, aujourd'hui, parlant sous le contrôle de Christine Lagarde, c'est fait, le mot réciprocité est entré dans le vocabulaire de la Commission. Alors vous me diriez, enfin, vous avez raison. Enfin, ça y est, on y est. Hein, c'est pas être grossier que de dire à quelqu'un, nous on est tout à fait d'accord pour abaisser nos barrières douanières, mais abaissez-les vous aussi. D'ailleurs, j'en profite pour développer cette idée que la séparation du monde entre Sud et Nord, entre pays riches et pays pauvres, n'est plus pertinente. Il y a une troisième catégorie de pays qui ne sont pas assez riches pour être vraiment des pays riches, mais qui ne sont plus du tout assez pauvres pour être des pays pauvres, qui sont les pays émergents, comme la Chine. On ne peut pas présenter la Chine comme un pays pauvre. Voilà. Troisième remarque sur la COFAS, vous avez parfaitement raison, c'est un outil formidable. Vous savez, la COFAS, c'est un outil public qui garantit le risque marché des entrepreneurs. Comprenez-moi, quand on va vendre, gagne une part de marché dans un pays étranger, il y a certains pays qui sont plus olé olé, enfin, qui ne présentent pas les mêmes garanties que les vieilles nations comme les nôtres. Et donc la COFAS vient couvrir le risque pays. C'est-à-dire que s'il y avait un défaut, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez, s'il y avait un défaut de paiement, ça peut être catastrophique pour une entreprise qui n'a pas la marge de manœuvre pour ça. L'État, en échange, enfin la COFAS, en échange d'une cotisation, garantit
le risque pays. Et c'est vrai qu'il faut que la COFAS soit plus allante sur le sujet. Bon. Alors, Monsieur Robert-Déo, d'abord, ça me fait plaisir parce que j'ai tellement visité d'usines dans ma vie, j'ai tellement fait de déplacements en France dans ma vie que maintenant, je retrouve des gens. Ah, mais vous étiez chez moi il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 12 ans, c'est vrai. Je pense au fond, vous voyez, Monsieur Robert-Déo, qu'on ne comprend bien que ce qu'on ressent. Bien sûr que je pourrais me faire expliquer ça par des dossiers faits par mes collaborateurs excellents, dont le plus fragile à l'école a bac plus 18, dont la plupart ont des diplômes bien supérieurs aux miens, et qui vous font une note par A plus B, boum, boum, voilà. Voilà. Je pourrais faire comme beaucoup d'autres, rester dans mon bureau, enfermé, mais on ne comprend pas les choses pareilles. On ne sait pas ce que c'est qu'une usine quand on n'y va pas. Et on ne comprend pas le problème du chef d'entreprise ou des salariés si on ne discute pas avec eux. Parce qu'il y a une manière de le dire. Et je vois bien que dans cette histoire de la fonderie, que ce n'est pas une blague pour vous, c'est capital. Hein, je vois bien. Et donc vous me dites, les économies, il faut les faire, mais pas sur la fonderie. J'ai bien compris. Bon. Vous ne remettez pas en cause les économies, vous dites, mais pas la mienne, pas la fonderie. Parce qu'on ne peut pas. Non, mais je plaisante pas. Il faut que vous sachiez, que vous compreniez que c'est toute la journée comme ça pour moi. Je ne me plains pas. Si je n'avais pas voulu, j'avais qu'à faire autre chose. Si je voulais faire autre chose, je l'aurais fait. Bon. Donc, j'examine et j'examinerai votre demande avec beaucoup d'attention. Simplement, je vous réponds le plus franchement possible. Nous sommes un pays extraordinaire. Ça fait 35 ans que nous présentons un budget en déficit. Oui, je vous donne des chiffres, c'est comme ça. 35 ans. Avec Madame Lagarde, nous avons pris des engagements de réduire le déficit. Mais je les tiendrai. Je vous le dis. Je ne ferai pas, je n'accepterai pas que la France tende la main, comme a dû le faire l'Irlande, comme a dû faire la Grèce, comme a dû faire le Portugal. Je ne l'accepterai pas. Et jusqu'à présent, nous avons pu protéger la France de cela. Justement parce que nous avons fait la réforme des retraites. Hein, qui n'a pas été facile. Mais nous l'avons fait. Et j'avais dit qu'on ne céderait pas, on n'a pas cédé. Donc, de la même façon que je m'étais engagé à ne pas remplacer plus d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Pourquoi ? Depuis 1990, on a créé 1 million d'emplois de fonctionnaires dans notre pays. Les salaires et les pensions de retraite, c'est 42% du budget. Donc, je ne peux pas en vouloir au ministre du Budget sur ce qu'on appelle les dépenses d'intervention et les dépenses de subvention, d'essayer de faire des économies, parce que c'est incontournable. Bon. En même temps, je vois bien que vous êtes dans un secteur éminemment concurrentiel. Bon. Par ailleurs, si mon souvenir est exact, c'est quand même pas des sommes colossales, parce que le budget doit être de 9,5 millions, moins de 10 millions en tout cas. C'est bien ça. Bon. Et avec les décisions extrêmement brutales qu'on s'apprêtait à prendre, ça vous ramène à 8,5 millions, dont nous assurons 60 à 70%. Bon. Ah. Oui, allez-y, monsieur, bien sûr. Ce qui est envisagé, ce qui est annoncé, c'est la suppression. C'est-à-dire qu'on passe de 9 millions à 0. Non. Ce qui était envisagé, mais on va voir, c'est la question de la taxe parafiscale. Quand je la regarde, et elle n'est pas décidée, le ministre de l'Industrie va travailler avec vous. Je voyais un seul avantage à cette taxe parafiscale, pour parler librement et, comme on dit, sans filet. C'est que j'avais indiqué au ministre de l'Industrie comme ministre des Finances que, naturellement, si on faisait ça, cette taxe devait s'appliquer aux importations. Et oui, pardon, hein, donc moi ça me tentait, comprenez-moi bien. Et oui, parce que le centre de technique industrielle de la fonderie, il faut que vous compreniez que ça sert à mutualiser des efforts de recherche et d'innovation dont profitent tous les adhérents. Bon. Il y a des produits de fonderie qui ne sont pas fabriqués en France. Donc, s'il y avait une taxe parafiscale, dans mon idée, on voulait en profiter pour taxer. Bon. Le problème, Monsieur le Président, c'est que
au regard des règles de l'OMC, si on taxe les importations, mais on ne taxe pas les producteurs nationaux, ce n'est pas légal. Donc, ce que je vous propose, vraiment, c'est pas pour me fuir, hein, parce que honnêtement, c'est pas je n'ai pas ce tempérament, c'est que le ministre de l'Industrie reçoive les professionnels de la fonderie. On n'en fera pas un problème comptable, compte tenu enfin, c'est beaucoup d'argent, mais enfin, au regard du budget de la nation, c'est pas ça la question. J'aimerais quand même que vous réfléchissiez à cette question de taxation des importations. Parce que moi, j'en ai un petit peu assez que les importations ne participent absolument pas au financement de notre protection sociale et de nos efforts. C'est trop facile. Hein, c'est trop facile. Pareil pour les produits d'agriculture. Ah oui. Oui, alors... Bon. Je veux bien qu'on en parle, c'est un autre débat. Sur lequel on réfléchisse à la question de la taxation de la consommation qui permet de faire taxer les importations. Oui. Oui. Simplement, en période de pouvoir d'achat un peu en berne, je veux bien qu'on réfléchisse avant de faire une augmentation de la TVA. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe si facilement. Donc la taxe parafiscale présentait l'avantage de taxer les importations et de vous retrouver, avec cet argent de taxation des importations, une assiette plus large pour vous. Bon. Et dans le cadre de cette assiette plus large, est-ce que ce n'est pas intéressant à l'arrivée? Donc, je crois que ça mérite qu'on en discute. Hein, mais, je suis tout à fait prêt à vous suivre, mais je veux vraiment qu'on ait ça en cause. Et même, je le dis à Éric, s'il faut qu'on fasse un effort en ne supprimant pas tout, on est tout à fait prêt à le discuter. Mais j'aimerais que dans certains secteurs comme les vôtres, on puisse taxer les importations de la même façon que je ne comprends pas, et je me bats en Europe pour ça, pourquoi on donne à nos agriculteurs tant d'obligations de bien-être de la condition animale, de traçabilité de l'élevage, et que l'Europe continuerait à importer en Europe des produits qui sont fabriqués dans des pays qui ne respectent aucune des règles qu'on impose à nos industriels ou à nos agriculteurs. C'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Hein. Donc voilà, Éric Besson, s'il le veut bien, prend ce dossier en main. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, en terminant, le plaisir que j'ai eu à discuter avec vous. Et aux personnes qui nous ont fait l'amitié et qui ont l'indulgence de nous entendre, je voudrais leur dire que, quand bien il est fondamental pour nous, les ministres comme moi-même, de faire de la pédagogie sur la problématique du monde d'aujourd'hui. Et si j'ai vraiment un problème, c'est que je trouve qu'on n'explique pas assez la complexité du monde d'aujourd'hui, ce qui crée beaucoup d'inquiétudes pour des Français qui se sentent dépassés et qui ont besoin de comprendre. Les Français sont très ouverts, mais il faut expliquer les choses. Et après, ils se font leur idée naturellement, mais il faut expliquer les choses. Et vraiment, la démarche que j'ai engagée, c'est vraiment une démarche que j'estime mon devoir dans une démocratie, qui est une démarche d'explication. Merci, monsieur le député, cher Philippe. Merci, monsieur le maire.